Ce soir-là, Dijon sentait le vin rouge, la pluie et le gâteau au chocolat. C'était le 12 novembre 1977, mon 40e anniversaire, et j'avais l'impression d'être enfin arrivé quelque part dans la vie. Les bougies attendaient sur la table, 50 invités il n'y en avait pas, non, mais quelques proches, assez pour remplir notre petit salon étroit de la rue Chabot-de-Charny, des voisines, 2 collègues de l'usine, ma meilleure amie, Elisabeth, et mon mari, Paul, celui pour qui j'avais quitté mon village de Bourgogne 20 ans plus tôt. Dehors, la ville bruissait doucement. On entendait au loin un bus grincer dans un virage, une moto passer sur les pavés humides, et la rumeur feutrée d'un samedi soir de province. À la radio, dans la cuisine, un succès de l'époque tournait en fond un de ces airs qu'on fredonne sans y penser, pendant qu'on coupe le pain et qu'on dresse la table. J'avais mis ma plus belle robe, une robe bleu nuit achetée exprès chez la petite couturière près de la place d'Arcy. Quand je me suis vue dans le miroir, avec mes cheveux relevés et un peu de rouge sur les lèvres, je me suis sentie presque jeune à nouveau. Elisabeth est arrivée la dernière, comme toujours, avec son grand manteau camel, son rire qui remplissait la cage d'escalier, et une bouteille de crément de Bourgogne serrée contre elle. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle sentait le parfum poudré et la cigarette blonde. Elle m'a murmuré à l'oreille, 40 ans, ma vieille, mais tu es la plus belle de Dijon ce soir. J'ai ri, touchée. Je ne savais pas encore que c'était elle qui repartirait avec tout ce que j'avais de plus précieux. Je revois la scène comme si la table était encore dressée devant moi, les assiettes dépareillées, les chaises qu'on avait empruntées aux voisins, la nappe à carreaux achetée au marché. Paul débouchait le vin, la fenêtre laissait entrer l'odeur humide des toits, et je me disais que, malgré les fins de mois difficiles, j'avais réussi quelque chose de rare, une vie simple mais entourée. Pourtant, au milieu des rires et des verres qui s'entrechoquent, un détail a commencé à grincer, comme un vieux parquet, leur regard. Ce qu'Elisabeth et Paul échangeaient quand ils croyaient que je ne les voyais pas. Ce soir-là, le jour de mon anniversaire, dans cette petite cuisine de Dijon, entre la moutarde sur la table et le gratin dauphinois dans le four, j'ai vu ma vie basculer sans encore comprendre. Et ce que j'allais découvrir après le dessert allait laisser une cicatrice si profonde que, même aujourd'hui, à 75 ans passés, j'en sens encore parfois la brûlure. Avant de tout vous raconter, j'aimerais vous demander une chose. Dites-moi, dans les commentaires, d'où vous écoutez cette histoire. Êtes-vous à Paris, à Bruxelles, à Montréal, à Genève, peut-être dans un petit village où l'on entend encore sonner les cloches de l'église le dimanche matin? Est-ce que vous avez 20 ans, 40, 60? J'aimerais savoir qui vous êtes, vous qui partagez ce moment avec moi. Je suis une vieille femme, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, dans un appartement calme où l'on entend encore parfois, au loin, les bruits de Dijon. Mais en fermant les yeux, je redeviens cette femme de 40 ans, autour de sa table d'anniversaire, persuadée d'être entourée d'amour. Si vous avez déjà été trahi, si vous avez déjà senti votre cœur se fendre sans que personne ne le voie, peut-être que mon histoire réveillera la vôtre. Alors, écrivez-moi d'où vous venez, dites-moi si vous écoutez cette histoire le soir, au travail, en cuisinant, ou allongé dans votre lit. Et quand ce sera fait, laissez-moi vous emmener en 1977, dans les rues de Dijon, sous les réverbères jaunes, là où ma meilleure amie m'a volé mon mari, le jour même où je soufflais mes 40 bougies. Dijon, en 1977, avait une âme particulière. Les soirs d'automne sentaient la pluie sur les pavés, le vin chaud qu'on servait dans les petits cafés et la fumée des cheminées qui s'élevaient au-dessus des toits gris. Les rues étaient calmes, les vitrines encore éclairées après 19 heures, et le vieux tramway faisait résonner son grincement familier le long de la rue de la Liberté. C'était une ville à taille humaine, pleine de secrets, où tout le monde connaissait tout le monde ou croyait connaître. Moi, à l'époque, je croyais connaître mon mari, Paul. Et je croyais connaître Elisabeth, ma confidente, ma sœur de cœur. Je les ai vus rire ensemble ce soir-là, autour de la table. Un rire léger, complice, que j'ai d'abord trouvé touchant. J'étais heureuse qu'ils s'entendent si bien. Paul versait du vin à tout le monde, Elisabeth racontait des anecdotes de son travail à la poste, et chaque éclat de voix réchauffait la pièce. Je me souviens de la buée sur les vitres, des bougies qui dansaient sur la nappe, et de mon fils, Julien, qui dormait dans sa chambre, à peine âgé de 8 ans. Tout semblait parfait, si parfait que cela en devenait presque irréel. Mais au milieu de cette chaleur humaine, il y avait ce regard. Vous savez,
Ce regard qui dure une seconde de trop. Ce léger silence entre deux phrases. Ce sourire qu'on croit discret mais qui trahit tout. Mon instinct, à cet instant précis, m'a parlé. Une petite voix, faible mais insistante, me murmurait que quelque chose n'allait pas. J'ai voulu la faire taire, me dire que j'étais fatiguée, que j'imaginais des choses. Après tout, Elisabeth était ma meilleure amie. Elle m'avait aidé à traverser tant d'épreuves, la maladie de ma mère, la perte de mon emploi à l'usine, les nuits d'angoisse. C'était la seule personne à qui je confiais mes peurs. Après le dessert, alors que les invités commençaient à partir, Paul m'a proposé d'aller accompagner Elisabeth chez elle, par galanterie, disait-il. J'ai acquiescé, sans réfléchir. Dijon était sombre et froide ce soir-là, et l'idée de les savoir dehors ne m'inquiétait pas. Pourtant, quand la porte s'est refermée derrière eux, un étrange vide s'est installé. Je me suis assise à la table encore encombrée, entourée des assiettes sales et des verres à moitié pleins, et j'ai attendu. 1 heure. Puis 2. Quand Paul est revenu, il était presque minuit. Ses joues étaient rouges du froid ou peut-être de la honte. Il a prétexté qu'ils avaient marché longtemps, parlé de choses importantes. Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête et rangé les restes du gâteau. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était figé. Le doute, cette bête silencieuse, avait planté ses griffes dans mon esprit. Les jours suivants, j'ai essayé de me convaincre que tout allait bien. Pourtant, les signes se multipliaient. Les appels téléphoniques tardifs, les absences de Paul soi-disant pour le travail, les visites d'Elisabeth de plus en plus fréquentes, avec ce sourire nerveux qu'elle dissimulait derrière ses cigarettes. Et puis, un après-midi, alors que je rangeais la chambre, j'ai trouvé un petit foulard de soie dans la poche du manteau de Paul. Il ne m'appartenait pas. Il portait encore son parfum, un mélange de vanille et de tabac blond. Celui d'Elisabeth. Je me souviens du moment où je me suis assise sur le lit, le foulard entre les mains. Le silence dans la maison était assourdissant. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. C'était comme si tout mon corps refusait d'admettre ce que mon esprit savait déjà. J'ai replacé le foulard, fermé la porte, et attendu la nuit. Quand Paul est rentré, je lui ai servi le dîner comme d'habitude. Il a mangé sans me regarder. Et moi, j'ai observé chaque geste, chaque mot. C'est étrange comme, quand on découvre la vérité, tout devient soudainement évident, les mains qui tremblent, la voix qui déraille, le regard qui fuit. Le lendemain, j'ai décidé de confronter Elisabeth. Je suis allée chez elle, rue Berbizet, sans prévenir. Elle habitait un petit appartement au 2e étage, avec des rideaux bleus et une plante morte sur le rebord de la fenêtre. Quand elle m'a vue sur le palier, elle a blêmi. J'ai simplement dit, je veux savoir. Elle a essayé de nier, d'abord. Puis, voyant mes yeux pleins de larmes contenues, elle a baissé la tête. Je suis désolée, Madeleine. Ce n'était pas prévu. Ces mots, je les entends encore. Ce n'était pas prévu. Comme si la trahison pouvait être une erreur de calendrier. Je suis sortie sans répondre. Dans la rue, le vent était glacial. Les pavés luisaient sous la pluie fine. Dijon me paraissait étrangère, comme si la ville tout entière s'était retournée contre moi. Les passants riaient, les vitrines brillaient, et moi, je marchais sans but, le cœur lourd, la gorge serrée. J'ai fini par m'arrêter devant l'église Saint-Bénigne. Les cloches sonnaient. Je me suis assise sur les marches et j'ai pleuré, longtemps, jusqu'à ce que mes larmes se confondent avec la pluie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Paul est rentré tard encore, et je ne lui ai rien dit. Pas encore. Je voulais qu'il comprenne, qu'il sente que je savais. Les jours ont passé, et le silence entre nous est devenu un mur. Un matin, je l'ai vu préparer une valise. Il n'a pas eu le courage de mentir. Je pars chez Elisabeth, a-t-il dit simplement. Je me suis contentée de répondre, alors pars. Mais n'oublie pas que c'est ici que tu laisseras ta dignité. Quand la porte s'est refermée, j'ai senti un vide immense, mais aussi un étrange soulagement. Comme si la douleur, une fois nommée, perdait un peu de son pouvoir. J'ai pris mon fils dans mes bras, j'ai respiré son odeur, et je me suis promis de ne jamais laisser un homme définir ma valeur. Dijon s'éveillait dehors,
la vie continuait, et moi, pour la première fois, je me suis sentie vivante dans ma solitude. Les années ont passé, et chaque fois que novembre revient avec son froid humide et ses lumières jaunes, je repense à cette soirée. À cette table, à ces rires, à cette trahison. Mais surtout, je me souviens de la femme que j'étais avant, et de celle que je suis devenue après. Car ce soir-là, sans le savoir, j'ai perdu un mari, mais j'ai retrouvé ma liberté. Les semaines qui suivirent furent d'une lenteur étouffante. Chaque jour semblait se répéter avec la même douleur sourde. J'entendais encore leur voix dans ma tête, leur rire entrelacé comme une chanson qu'on ne peut plus arrêter. Le silence de la maison, après son départ, me pesait plus que tout. Le matin, j'entendais le craquement du bois sous mes pas, la bouilloire qui sifflait, et la chaise vide face à moi à la table du petit déjeuner. J'essayais de faire semblant pour Julien, mon fils, qui me demandait souvent « Maman, papa va revenir ?» Je souriais, les yeux pleins d'eau, et je répondais doucement « Il travaille beaucoup, mon chéri. » Mais au fond, je savais. Paul était chez elle. Chez Élisabeth. Celle qui me connaissait par cœur, qui savait tout de moi, mes peurs, mes rêves, mes faiblesses. Elle avait partagé mes confidences, mes larmes, mes repas. Et c'est avec elle qu'il partageait maintenant ses nuits. Cette pensée me rongeait, me brûlait la poitrine. Pourtant, étrangement, je ne ressentais plus de colère. Seulement un vide immense, comme si tout ce qui me composait s'était effrité d'un coup. Les gens du quartier avaient commencé à parler, bien sûr. À Dijon, les rumeurs vont plus vite que le vent. Au marché, les commères baissaient la voix quand je passais. Certaines me regardaient avec pitié, d'autres avec une curiosité malsaine. J'avais envie de hurler, de leur dire qu'elles ne savaient rien, que personne ne pouvait comprendre ce que c'était que d'être trahi par deux personnes qu'on aimait plus que tout. Mais je gardais le silence, le dos droit, le regard fier. Ce silence, c'était mon armure. Un matin, j'ai décidé de changer les rideaux du salon. Ce geste, aussi banal soit-il, fut comme une déclaration. J'ai ouvert grand les fenêtres, j'ai laissé entrer le froid de novembre et la lumière grise. J'ai jeté les vieux tissus à la poubelle, comme on se débarrasse d'un passé qui empeste encore. Puis j'ai déplacé les meubles, changé de place la table, inversé le sens du lit. Ce n'était pas grand-chose, mais cela me donnait l'impression de respirer à nouveau dans une maison qui n'était plus la nôtre, mais la mienne. Le soir, une fois Julien endormi, je m'asseyais près de la fenêtre avec une tasse de tisane. Je regardais les lumières de Dijon, ces petites étoiles humaines qui s'allumaient derrière les fenêtres, et je pensais à la vie qui continuait dehors. Au loin, j'entendais parfois une chanson à la radio d'un voisin, un air de Barbara ou de Michel Sardou. Ces voix françaises pleines de mélancolie accompagnaient mes nuits. Je me disais que, quelque part, d'autres femmes pleuraient aussi en silence. Peut-être même dans l'immeuble d'en face. Un soir, en rentrant du travail, j'ai croisé Élisabeth au coin de la rue. Elle portait une écharpe rouge, la même que je lui avais offerte pour son anniversaire 2 ans plus tôt. Nos regards se sont croisés, et tout s'est figé. Elle a hésité à parler, puis elle a murmuré « Madeleine, je ne sais pas comment te demander pardon. » Je l'ai regardée longuement. Dans ses yeux, j'ai vu la fatigue, la honte, la peur. Mais je n'ai rien répondu. J'ai simplement détourné le regard et j'ai continué mon chemin. Ce soir-là, j'ai compris que le pardon ne se dit pas, il se construit. Et le mien était encore loin. Les mois passèrent. L'hiver s'installa, rude et silencieux. Je travaillais plus que jamais à la petite blanchisserie où je venais d'être embauché. Mes mains étaient gercées par le savon, mais mon esprit, lui, se fortifiait. Le travail me tenait debout. Chaque chemise repassée, chaque drap plié, chaque tache effacée était comme une petite victoire. Une manière de prouver au monde et à moi-même que j'existais encore. Un matin de février, Paul est venu frapper à ma porte. Son visage m'a semblé plus vieux, plus dur. Il n'avait plus cette allure d'homme sûr de lui. Il paraissait brisé, perdu. « Et Madeleine, je voulais te voir, parler un peu », a-t-il dit d'une voix hésitante. J'ai senti mon cœur se serrer, mais j'ai gardé mon calme. Je lui ai répondu « Tu peux entrer, mais seulement pour dire ce que tu n'as jamais eu le courage de dire. » Il est resté debout, mal à l'aise, les mains dans les poches.
Et Elisabeth m'a quitté, a-t-il fini par lâcher. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas une surprise. Les passions nées de la trahison se consument toujours plus vite. Il a voulu s'asseoir, il a commencé à parler de regrets, de solitude, d'erreurs. Mais je ne l'écoutais déjà plus vraiment. Je regardais par la fenêtre, les branches nues des platanes, les toits humides de la ville, et je me disais que je n'avais plus besoin de lui pour exister. Quand il est parti, j'ai refermé la porte derrière lui avec douceur, sans colère. Ce claque tranquille, fut pour moi la véritable fin. Le printemps est revenu, et avec lui, la lumière. Les lilas fleurissaient dans le jardin public, les marchés reprenaient vie, et Dijon retrouvait ses couleurs. Moi aussi, je renaissais, lentement. Je riais à nouveau, parfois pour rien, en étendant le linge ou en regardant Julien jouer. La douleur s'était changée en une cicatrice discrète, une marque que je portais avec fierté. Parce qu'elle me rappelait que j'avais survécu. Un jour, au détour d'une promenade, j'ai rencontré un homme. Il s'appelait Henri. Il vendait des livres d'occasion sur une petite place. Ses mains sentaient l'encre et le papier. Il m'a parlé doucement, sans chercher à me séduire, simplement pour partager le plaisir des mots. Nous avons commencé à nous voir, à parler, à marcher ensemble le long de l'Ouche. Ce n'était pas un grand amour comme dans les films. C'était mieux, c'était une tendresse simple, honnête, sans promesse. Les années ont passé depuis. J'ai quitté la blanchisserie, j'ai ouvert un petit atelier de couture. Julien a grandi, est parti à Paris. Parfois, il me téléphone et me dit « Maman, tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Alors je ris, mais au fond, je pleure un peu. Parce que je n'ai pas été forte, j'ai simplement refusé de me laisser détruire. Aujourd'hui, à 75 ans, quand je repense à cette soirée de 1977, je ne ressens plus de haine. Juste une immense gratitude. Parce que c'est ce jour-là, quand Elisabeth a volé mon mari, que la vie m'a rendu à moi-même. Et si c'était à refaire, je crois que je laisserais tout se dérouler exactement pareil. Parce que certaines trahisons, aussi douloureuses soient-elles, sont la seule manière de nous réveiller. Les années suivantes furent une longue reconstruction, comme si chaque jour devait réparer une fissure invisible. Dijon continuait de vivre autour de moi, les marchés, les tramways, les odeurs de pain chaud. Mais moi, j'apprenais à marcher autrement, plus lentement, avec précaution. J'avais compris que la douleur ne disparaît pas du jour au lendemain, elle s'apprivoise. J'avais commencé à écrire. Au début, c'était de simples phrases dans un carnet acheté à la papeterie de la rue de la Liberté. Puis les mots sont devenus un refuge. Chaque soir, après le travail, j'écrivais sur la table de la cuisine. J'y déposais tout, ma colère, mes souvenirs, mes espoirs. Parfois, les larmes tombaient sur la page et brouillaient l'encre, mais cela ne m'arrêtait pas. C'était ma façon à moi de survivre. Julien grandissait vite. À 10 ans, il posait déjà des questions d'adulte. Un jour, il m'a demandé « Pourquoi papa ne rentre plus à la maison ?» J'ai mis du temps à répondre. Comment expliquer à un enfant que l'amour peut se briser? J'ai simplement dit « Parce que parfois, les grandes personnes se perdent, mais toi et moi, on se retrouvera toujours. » Il m'a serré dans ses bras, et j'ai senti une force nouvelle. Je n'étais pas seule, j'étais la mère de ce petit être qui méritait une femme debout, pas une ombre. Un soir de printemps, alors que les cerisiers fleurissaient dans le parc d'Arcy, je me suis surprise à sourire. C'était la première fois depuis des mois. J'étais assise sur un banc, le soleil tombait sur les façades anciennes, et j'ai entendu une vieille chanson à la radio d'un kiosque, « Que je t'aime » de Johnny Hallyday. Et soudain, j'ai senti que la vie reprenait. Pas comme avant, non différente, plus fragile, mais réelle. Les saisons passaient. J'ai appris à aimer la solitude. Elle n'était plus une punition, mais une compagne silencieuse. Le dimanche, je faisais de longues promenades sur les quais du canal. Je regardais les reflets du ciel dans l'eau, et je me disais, « Madeleine, tu t'en sors. » Il y avait encore des soirs où la nostalgie me saisissait, où l'odeur du vin ou la chanson d'un vieux tourne-disque me ramenait à 1977, à cette soirée maudite. Mais au lieu de pleurer, je murmurais, « Merci, la vie. Tu m'as brisé, mais tu ne m'as pas tué. »
Vers 1982, j'ai retrouvé Elisabeth par hasard. J'étais à la poste, elle sortait avec un dossier dans les bras. Nos regards se sont croisés une seconde, puis elle a baissé les yeux. Elle paraissait épuisée, vieillie. On aurait dit que le poids de ses fautes l'avait écrasée. J'ai ressenti une étrange compassion. Ce jour-là, j'ai compris que le pardon ne naît pas d'un effort, mais du temps. On ne décide pas de pardonner, un matin, on se réveille, et la colère n'est plus là. Elle s'est dissoute dans la mémoire. Les années 80 à Dijon avaient un parfum particulier. Les vitrines brillaient de néon, les femmes commençaient à oser les cheveux courts et les pantalons taille haute. J'aimais observer ces changements, comme si la ville elle-même cherchait à se réinventer. Moi aussi, je changeais. Je m'étais inscrite à un cours de couture à la maison de quartier. Au début, c'était pour m'occuper les mains, puis c'est devenu une passion. En 1985, j'ai ouvert mon petit atelier, rue Janin. Une pièce minuscule, mais pleine de rires et de tissus colorés. Les clientes venaient, me parlaient de leur vie, de leur mari, de leurs enfants. Certaines me confiaient leurs blessures, comme si elles sentaient que je comprenais. Je les écoutais sans juger, avec bienveillance. Et un jour, j'ai compris que ma douleur servait enfin à quelque chose, elle me permettait d'accueillir celle des autres. Julien, lui, devenait un jeune homme. Il avait cette douceur dans le regard, celle des enfants qui ont grandi trop vite. Quand il est parti étudier à Lyon, j'ai pleuré toute la nuit. Mais c'était des larmes de fierté. Je l'avais élevé seul, et il s'en sortait bien. Avant de monter dans le train, il m'a dit, « Tu sais, maman, tu es la preuve qu'on peut tout perdre et rester digne. » Ces mots, je les ai gravés dans mon cœur. Les décennies se sont enchaînées comme des chapitres d'un livre que je n'aurais jamais pensé écrire. Dijon a changé, moi aussi. Le tramway a disparu, les rues se sont modernisées, mais chaque pierre me rappelait un souvenir. Parfois, je passais devant la vieille maison de la rue Chabot-de-Charny. Elle avait été rénovée, repeinte en ocre clair. Une autre famille y vivait. J'ai souri en pensant qu'à cet endroit, la vie continuait, comme elle doit toujours le faire. Un soir d'automne, j'ai reçu une lettre. L'écriture tremblante sur l'enveloppe m'a fait hésiter. C'était celle d'Elisabeth. Elle vivait désormais à Besançon. Elle me demandait pardon. Pas un pardon pressé, ni plein de justifications. Un pardon humble, sincère. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, écrivait-elle. J'ai tout perdu après Paul. L'amour, la santé, la paix. J'espère seulement que tu as trouvé la tienne. J'ai lu la lettre plusieurs fois, puis je l'ai glissée dans mon carnet. Je n'ai pas répondu. Mais dans mon cœur, j'ai soufflé, oui, je te pardonne. Les années ont coulé comme le vin dans un verre qu'on remplit sans s'en rendre compte. Et aujourd'hui, à 75 ans, je regarde cette vie avec tendresse. J'ai connu la trahison, la honte, la solitude, mais aussi la force, la création, la paix. Si un jour vous passez par Dijon et que vous voyez une vieille femme assise sur un banc, un carnet sur les genoux, peut-être que ce sera moi. Je ne vous raconterai pas tout, non. Mais je vous dirai ceci, la trahison ne tue pas, elle transforme. Parce que sans cette nuit de novembre 1977, je ne serais jamais devenue la femme que je suis aujourd'hui. Parce que, dans la douleur, j'ai découvert ma liberté. Parce que parfois, perdre tout, c'est se retrouver enfin. Les années 1990 arrivèrent comme un souffle nouveau sur Dijon. La ville s'embellissait, les terrasses se remplissaient dès les premiers rayons du soleil, et les jeunes parlaient de modernité, d'avenir, de liberté. Moi, j'étais déjà une femme mûre, apaisée, mais toujours debout. J'avais survécu à mes tempêtes, et la vie m'offrait maintenant la douceur des matins tranquilles. Mon petit atelier de couture marchait bien. Les clientes me faisaient confiance, non seulement pour mes aiguilles, mais pour mes mots. Car souvent, elles restaient après les essayages, assises près de la fenêtre, à me raconter leurs histoires. J'écoutais ces femmes comme on écoute le murmure d'un ruisseau. Certaines parlaient d'amour heureux, d'autres de divorce silencieux. Une m'a confié un jour, « Madeleine, on dit que la trahison détruit. Mais moi, je crois qu'elle révèle. » Je lui ai souri. Elle avait raison.
J'étais la preuve vivante que la douleur peut devenir lumière quand on la regarde sans peur. À cette époque, j'avais retrouvé un goût simple pour les petites choses. Le café du matin sur le balcon, le marché du samedi, les promenades au parc de la Colombière. Parfois, je m'asseyais près du kiosque à musique, un livre à la main, et j'observais les passants. Les jeunes couples qui riaient, les enfants qui couraient après les pigeons. Tout cela me donnait une impression de continuité. Comme si, malgré les blessures, la vie savait toujours recoller ses morceaux. Henri, le libraire que j'avais rencontré quelques années plus tôt, était resté présent dans ma vie. Nous n'habitions pas ensemble, chacun gardait son espace, son rythme. Il venait souvent dîner chez moi, apportant une bouteille de vin et un livre qu'il voulait me faire découvrir. Il me lisait parfois des poèmes de Prévert ou de Paul Éluard à voix basse, pendant que je cousais. Sa voix grave emplissait la pièce comme une musique ancienne. Avec lui, j'avais trouvé ce que je n'avais jamais connu, la paix. Pas la passion brûlante, mais la tendresse durable. Julien venait de temps en temps à Dijon. Il travaillait désormais à Paris, dans une maison d'édition. Il m'envoyait des lettres, pleines de détails sur sa vie, ses voyages, ses lectures. Chaque fois qu'il rentrait, il m'embrassait sur le front et disait « Maman, tu sens toujours la lavande et la force. » Ces mots, je les gardais comme des bijoux invisibles. Je savais que, malgré la distance, le lien entre nous était indestructible. Un hiver, alors que la neige tombait sur les toits de la vieille ville, j'ai rêvé de Paul. Cela faisait plus de 20 ans que je ne l'avais pas vu. Dans mon rêve, il me tendait un foulard le même que celui d'Élisabeth, celui que j'avais trouvé dans son manteau. Il disait « Pardonne-moi ». Je me suis réveillée en larmes, mais sans tristesse. Ce rêve, je l'ai pris comme un signe. Peut-être qu'il fallait enfin refermer complètement ce chapitre. Quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée. Une écriture que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, quelques lignes, « Madame, je suis l'infirmière de Monsieur Paul Girard. Il est hospitalisé à Besançon. Il a demandé à vous voir. » Je suis restée longtemps immobile, la lettre entre les doigts. Tout en moi hésitait. Pourquoi y aller? Qu'aurais-je encore à lui dire? Et pourtant, quelque chose plus fort que la raison me poussait à le faire. Peut-être le besoin de clore l'histoire, de la regarder une dernière fois dans les yeux. Je suis partie un matin gris, en train. Le paysage défilait lentement, et chaque champ, chaque arbre me ramenait à nos années partagées. À mon arrivée à l'hôpital, j'avais le cœur serré. Paul était là, allongé, amaigri, les traits tirés. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis d'eau. Il a murmuré « Tu es venu ?» Je me suis assise près de lui, en silence. Il a parlé longuement de ses erreurs, de ses regrets, de cette solitude qu'il traînait depuis qu'Élisabeth l'avait quitté. J'ai écouté, sans colère, sans ironie. Je voyais devant moi non pas le traître, mais un homme vieilli, abîmé par la vie. Quand il a fini, j'ai simplement dit « Je t'ai déjà pardonné, Paul. » Depuis longtemps. Ses lèvres ont esquissé un sourire. Ce fut la dernière fois que je le vis. De retour à Dijon, je me suis sentie légère, presque flottante. Le passé ne pesait plus. J'étais enfin libre, entièrement. Ce soir-là, j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre. Le vent sentait la pluie et les pierres anciennes. En bas, des étudiants riaient, insouciants. J'ai fermé les yeux et j'ai remercié la vie. Les années suivantes furent paisibles. J'ai continué à écrire dans mes carnets, à coudre, à rire avec Henri. J'ai appris à aimer le silence. Et puis, un jour, j'ai reçu une photo par la poste, Julien, tenant dans ses bras une petite fille. Au dos, quelques mots, elle s'appelle Clara. Ta petite fille. Ce jour-là, j'ai pleuré de joie. Je suis allée à Paris peu après, pour la rencontrer. Quand je l'ai prise dans mes bras, j'ai senti que tout recommençait. Son regard curieux, ses petits doigts serrés autour des miens, elle était la preuve que la vie ne s'arrête jamais. Les années ont filé. J'ai vieilli doucement. Mon atelier a fermé, mais mes mains n'ont jamais cessé de créer. J'ai cousu une petite robe pour Clara, la même couleur que ma robe d'anniversaire, bleu nuit. Elle la porte souvent, paraît-il. Aujourd'hui, à 80 ans passés,
j'écris ces lignes dans le même appartement de la rue Janin. Henri est parti depuis longtemps, paisiblement, dans son sommeil. Julien vient me voir chaque mois. Clara, elle, m'apporte des fleurs et me lit des poèmes. Elle dit qu'un jour, elle racontera mon histoire à son tour. Et moi, quand je regarde par la fenêtre, je revois la jeune femme que j'étais ce soir de novembre 1977. Naïve, amoureuse, trahie. J'aimerais lui dire, ne pleure pas, Madeleine. Ce que tu perds aujourd'hui, c'est ce qui te sauvera demain. Parce qu'au fond, la vie n'est jamais cruelle pour rien. Elle nous dépouille pour nous apprendre à nous appartenir. Alors, quand le soir tombe sur Dijon et que les cloches de Saint-Bénigne résonnent dans le lointain, je murmure une prière. Merci pour la douleur, merci pour la trahison, merci pour la paix. Car c'est grâce à elle que je peux, aujourd'hui, regarder le passé sans regret et la vie, avec amour. L'automne de mes 80 ans s'installa doucement sur Dijon. Les feuilles tourbillonnaient dans les allées du jardin d'Arcy, et l'air sentait la terre humide et la nostalgie. Je vivais seul, mais jamais je ne me sentais abandonné. Ma solitude avait le parfum d'une amie fidèle. Le matin, je me levais avec lenteur, j'ouvrais les volets, et la lumière dorée venait caresser les vieilles photos accrochées au mur. Certaines étaient en noir et blanc, d'autres aux couleurs passées, mais toutes racontaient une vie entière, celle d'une femme qui avait aimé, souffert, pardonné. Je continuais à écrire, encore. Les carnets s'empilaient sur la table. Parfois, je les relisais. Les premières pages étaient pleines de larmes et de colère, les dernières pleines de calme et de gratitude. L'écriture était devenue ma mémoire vivante. Chaque mot y déposait un peu de moi, un peu de cette Madeleine que j'avais été à 20 ans, à 40, à 60. Écrire, c'était respirer autrement, c'était exister au-delà du temps. Un jour d'octobre, Clara vint passer la semaine avec moi. Elle avait 19 ans, les cheveux bruns de son père et les yeux clairs de ma jeunesse. Elle étudiait la littérature à l'université de Lyon et rêvait d'écrire un livre. Le soir, nous parlions jusqu'à tard. Elle me posait 1000 questions. Mamie, comment on survit à une trahison? Comment on aime encore après ça? Je la regardais, et je voyais en elle toutes les femmes de ma lignée, celles qui avaient traversé la vie avec dignité. Je lui ai dit doucement, on ne survit pas à la trahison, ma chérie. On renaît. C'est différent. Quand ton cœur se brise, il devient plus grand. Tu crois que tu meurs, mais en vérité, tu changes de peau. Et ce que tu perds, ce n'est pas l'amour, c'est l'illusion. Clara m'a serré fort, sans rien dire. Dans ce geste, j'ai senti le poids de mes années s'alléger. Le lendemain, nous sommes allés marcher dans la vieille ville. Les pavés glissaient sous nos pas, et les vitrines reflétaient nos silhouettes côte à côte, la mienne, fragile, marquée par le temps, la sienne, vive, pleine de promesses. Nous nous sommes arrêtés devant la vitrine d'une boutique de couture, la même où j'avais acheté ma robe bleu nuit en 1977. Le hasard, ou peut-être la vie, nous y avait ramenés. Clara est entrée, émerveillée par les étoffes. La propriétaire, une jeune femme aimable, m'a reconnue. « Vous êtes bien Madeleine, non? Celle qui tenait l'atelier rue Janin? Ma mère venait souvent chez vous. Elle parlait toujours de votre gentillesse. » Ces mots m'ont ému. On ne sait jamais vraiment l'empreinte qu'on laisse derrière soi. J'ai souri, et j'ai répondu, c'était il y a bien longtemps, ma chère. Mais certaines choses ne se démodent pas, la douceur, la patience et le fil qui recoue les blessures. Clara riait doucement à côté de moi. En sortant, elle m'a dit, tu ne te rends pas compte, mamie, tu as changé la vie de beaucoup de femmes. Je lui ai répondu, peut-être. Mais avant de les recoudre, il a fallu que je me répare moi-même. Les jours suivants, nous avons visité les lieux de ma jeunesse. Le square où j'avais embrassé Paul pour la première fois, l'église où j'avais prié après sa trahison, le petit café de la place Wilson où je venais pleurer en silence, un thé brûlant entre les mains. Tout semblait plus petit, plus paisible. Comme si le passé avait rapetissé avec le temps. Clara écoutait en silence, parfois les yeux humides. Elle m'a dit un soir, « Tu devrais écrire ton histoire, mamie. Pas pour toi, mais pour nous. Pour qu'on n'oublie jamais d'où on vient. » Alors, j'ai rouvert un nouveau carnet. Le dernier, peut-être.
Sur la première page, j'ai écrit. Et Dijon, 1977, ma meilleure amie m'a volé mon mari le jour de mon anniversaire. J'ai laissé mon stylo suspendu un moment, puis j'ai ajouté. Et c'est ainsi que la vie m'a rendu à moi-même. Les jours ont passé dans une lenteur douce. Clara est repartie à Lyon, me laissant avec mes souvenirs et une promesse. Quand tu auras fini d'écrire, je publierai ton livre, mamie. J'ai ri, mais au fond, je savais qu'elle le ferait. L'hiver arriva. Les nuits étaient longues, les matins silencieux. Parfois, je me réveillais en entendant le vent siffler contre les volets et je croyais entendre la voix d'Henri, ou celle de ma mère. Les morts ne partent jamais tout à fait, ils se cachent dans les bruits du monde. Je leur parlais souvent, à voix basse, vous voyez ? Je tiens encore debout. Vous pouvez dormir tranquille. Un dimanche, alors que la neige tombait doucement, j'ai reçu une visite inattendue. Une femme d'une 60aine d'années se tenait à ma porte. Ses cheveux gris encadraient un visage fatigué, mais familier. Elle a dit timidement, « Bonjour, Madeleine. » C'est moi. Elisabeth. Mon cœur s'est arrêté un instant. 50 ans après, elle était là, devant moi. J'ai ouvert la porte. Nous nous sommes assises dans le salon, comme deux fantômes du passé. Elle a pris une grande inspiration et m'a dit, « Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » J'ai voulu venir bien des fois, mais j'avais honte. Je l'ai regardée longtemps. Les mots ne venaient pas. Elle a continué, « Paul est mort depuis des années. Nous n'avons pas été heureux. Tout ce que j'ai pris à cette époque, la vie me l'a repris. Je ne te demande pas pardon, seulement que tu saches que je regrette. » Alors, sans réfléchir, j'ai pris sa main. Elle a tremblé. « Elisabeth, ai-je dit, j'ai déjà pardonné depuis longtemps. Le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour soi. J'ai cessé de te haïr le jour où j'ai compris que tu avais été aussi perdu que moi. » Ses yeux se sont emplis de larmes. Nous sommes restées ainsi, deux vieilles femmes, main dans la main, à laisser fondre les dernières rancunes de nos vies. Quand elle est partie, le soir tombait. Je me suis assise près de la fenêtre. La neige recouvrait les toits, et les cloches de Saint-Bénigne sonnaient au loin. Je me suis sentie légère, comme si le passé s'était enfin dissipé dans le vent froid. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré, tout est accompli. Et maintenant, quand je marche dans Dijon, je croise parfois des regards jeunes, pressés, insouciants. Je voudrais leur dire, aimez, tombez, relevez-vous. Rien n'est jamais perdu, sauf le courage d'aimer encore. Car si ma vie m'a appris une chose, c'est que même les cœurs brisés peuvent battre à nouveau et que chaque douleur, quand elle est traversée, devient une lumière. Oui, Dijon, 1977, ce fut la nuit de ma chute. Mais ce fut aussi le commencement de ma renaissance. Le printemps suivant fut comme un nouveau commencement. Les magnolias de Dijon embaumaient les rues, et la ville semblait plus tendre, plus lumineuse que jamais. À mon âge, tout devient plus lent, mais aussi plus précieux. Chaque matin, j'ouvrais les volets avec gratitude, comme si la lumière me faisait un cadeau. J'avais fini mon dernier carnet, celui où j'avais raconté toute ma vie, depuis ce soir de 1977 jusqu'à cette paix inattendue. J'avais posé le stylo avec la sensation étrange d'avoir bouclé le cercle. Pourtant, je sentais qu'il me restait encore quelque chose à dire. Pas à écrire, mais à transmettre. Clara revenait souvent le week-end. Elle travaillait désormais dans une maison d'édition, à Paris, comme son père autrefois. Elle m'apportait des fleurs, des livres, des histoires du monde moderne que j'écoutais avec curiosité. Je la regardais parler, passionnée, et je voyais dans ses gestes une liberté que je n'avais jamais connue à son âge. Elle vivait sans peur, sans devoir plaire, et cela me rendait fière. Un jour, elle m'a dit, « Mamie, ton livre, je vais le publier. » J'ai ri doucement. « Tu crois vraiment que quelqu'un voudra lire la vie d'une vieille femme de Dijon ?» Elle a répondu avec cette assurance qui n'appartient qu'aux jeunes, « Oui, parce que ce n'est pas seulement ton histoire, c'est celle de toutes les femmes qui ont été blessées et qui se sont relevées. » Ces mots m'ont ému. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que mon récit pouvait devenir un miroir pour d'autres. Nous avons passé des semaines à tout relire. Parfois, elle s'arrêtait sur une phrase et me disait, « Tu te rends compte, mamie, à quel point tu étais forte ?» Et moi,
Je riais, non, ma chérie. Je n'étais pas forte. J'étais juste en vie. Et quand on est en vie, on n'a pas d'autre choix que d'avancer. Quand le manuscrit fut terminé, elle l'envoya à une petite maison d'édition de Lyon. Les mois passèrent. Un matin, une enveloppe arriva. À l'intérieur, une lettre simple, « Nous avons lu votre texte avec émotion. C'est un témoignage bouleversant sur la résilience féminine. Nous aimerions le publier. » J'ai relu ces lignes au moins 10 fois, les mains tremblantes. Je n'arrivais pas à y croire. Moi, Madeleine Girard, couturière à la retraite, j'allais devenir écrivaine. Clara a organisé tout. Elle a choisi la couverture, une photo ancienne de la ville, avec les toits de Dijon sous la pluie. Le titre, c'était elle aussi, Les coutures du cœur. J'ai trouvé cela magnifique. Parce que oui, mon cœur avait été déchiré, mais chaque blessure avait été recousue avec patience, comme un tissu qu'on répare sans le jeter. Le livre est sorti à l'automne. Je me souviens encore du jour où je l'ai tenu entre mes mains. L'odeur du papier, mon nom imprimé sur la couverture, c'était irréel. Julien m'a téléphoné de Paris, la voix pleine d'émotion. « Maman, ton livre est merveilleux. Tu sais, en te lisant, j'ai compris beaucoup de choses sur toi, et sur moi. » Ces mots m'ont fait pleurer. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Les semaines suivantes, des lettres ont commencé à arriver. Des femmes de partout en France m'écrivaient, de Lille, de Bordeaux, de Marseille. Certaines me disaient, « Vous m'avez donné la force de quitter un homme qui me détruisait. » D'autres, « Grâce à vous, j'ai pardonné à ma sœur. » Ces lettres, je les ai gardées dans une boîte en bois, comme des trésors. Chaque mot me rappelait que ma douleur avait eu un sens, qu'elle avait servi à quelque chose de plus grand que moi. Un jour, la mairie de Dijon m'a invité à une petite conférence sur la mémoire des femmes bourguignonnes. On voulait me faire témoigner. J'ai d'abord refusé la timidité, la peur de parler en public. Mais Clara a insisté. Alors j'y suis allée. La salle était pleine, des jeunes filles, des mères, des femmes âgées, des hommes aussi. J'ai pris la parole. Ma voix tremblait, mais mon cœur était calme. J'ai dit. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une femme ordinaire qui a été brisée un jour et qui a choisi de ne pas rester à terre. Ce que j'ai appris, c'est que la trahison ne tue pas l'amour. Elle le transforme. Elle vous apprend à aimer autrement, d'abord vous-même, puis la vie, malgré tout. Quand j'ai fini, la salle s'est levée pour applaudir. J'ai vu des larmes sur certains visages. C'était la plus belle récompense de ma vie. Après cette journée, j'ai senti que quelque chose s'était apaisé en moi, définitivement. Comme si j'avais rendu mon témoignage au monde, et que le monde m'avait répondu, « Tu peux te reposer maintenant. » L'hiver suivant, la santé a commencé à me trahir doucement, à son tour. Rien de grave, d'abord une fatigue persistante, des nuits agitées. Mais je savais que mon corps, lui aussi, arrivait à la fin de son voyage. Je n'avais pas peur. J'avais tout dit, tout vécu. Un soir, j'ai confié à Clara. Quand je partirai, ne sois pas triste. Promets-moi seulement de continuer à écrire. Raconte ton époque comme moi j'ai raconté la mienne. Elle a pleuré, mais elle a promis. Les dernières semaines furent calmes. Je passais mes journées près de la fenêtre, un plaid sur les genoux, à regarder les passants. Parfois, un couple me rappelait Paul et moi, jeunes et insouciants. Mais je ne ressentais plus de douleur. Juste une infinie tendresse pour cette vie qui m'avait tout pris, mais tout appris. Un soir de mai, j'ai entendu la pluie tomber doucement sur les tuiles. J'ai pris mon dernier carnet et j'ai écrit quelques lignes. À toutes celles qui croient que la vie s'arrête après la trahison, sachez que ce n'est que le début. La douleur forge des ailes invisibles. Et un jour, sans s'en rendre compte, on se remet à voler. Puis j'ai posé le stylo. J'ai regardé le ciel par la fenêtre entr'ouverte. La pluie avait cessé. Le vent apportait une odeur de lilas. Et j'ai fermé les yeux, un sourire aux lèvres. Le lendemain matin, Clara m'a trouvé assoupie dans mon fauteuil, le carnet sur les genoux. La lumière entrait doucement dans la pièce. Sur la dernière page, un mot, écrit d'une main tremblante. Merci.